Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à Azure Bastion. Alors Azure Bastion, c'est pas un service vraiment nouveau côté Azure, il existe depuis 2019. C'est un service, comme beaucoup de services d'Azure, qui a pas mal évolué dans le temps, avec des nouvelles SKU qui sont apparues, et donc des nouvelles fonctionnalités, dont notamment les dernières SKU dont on va parler tout à l'heure à la fin de la vidéo, qui sont été annoncées, on va dire, début d'automne 2024, et qui apportent pas mal de petites fonctionnalités assez intéressantes. Azure Bastion, c'est aussi un produit que personnellement j'utilise quasiment tous les jours. Dès que je fais des environnements Nutanix Cloud Cluster dans Azure, j'y accède, je me connecte à mes interfaces au travers d'Azure Bastion, donc raison de plus pour passer un peu de temps ensemble et vous redécrire ce que c'est que ce service, à quoi il sert et sa valeur ajoutée derrière. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est un service qui permet de se connecter à des machines virtuelles, à des systèmes Windows ou Linux en utilisant des adresses IP privées. Donc on est dans la notion de bastion, l'idée de ne pas exposer des machines directement entre guillemets sur l'internet ou sur un réseau au sens large, mais de passer par effectivement ce service de rebond. Donc l'idée c'est de proposer derrière avec Azure Bastion une connectivité soit en RDP côté Windows, soit en SSH côté Linux, et vice versa, parce que vous savez qu'on peut aussi se connecter à du Linux avec du RDP et à du Windows avec du SSH, Windows au moins depuis Windows Server 2019. Azure Bastion, c'est un service qui est un service full pass, donc c'est-à-dire qu'il est managé et maintenu en conditions opérationnelles par les équipes de Microsoft. Donc globalement, vous n'avez pas à gérer l'infrastructure sous-jacente, vous le consommez, vous venez le déployer dans un environnement existant. Donc les bénéfices sont relativement clairs. Ça vous permet déjà de vous connecter en SSH, en RDP, directement depuis le portail Azure, donc sans avoir forcément l'usage de clients natifs à l'extérieur. Donc ça permet du coup d'accéder directement depuis une page web à des environnements, donc là encore Windows ou Linux. Le tout passe bien entendu par une connexion chiffrée entre vous, le client, et ce service Azure Bastion. Donc là on va être en TLS sur du HTTP. Donc c'est parfait pour traverser effectivement les pare-feux pour peu qu'on vous autorise de sortir en HTTPS sur le TCP 443. Et donc ça va permettre effectivement d'aller se connecter directement à ces instances via le navigateur. Pas d'adresse IP publique nécessaire pour les machines virtuelles côté Azure. Et puis également pas avoir à gérer des Network Security Group pour des VM que vous exposeriez avec des adresses IP publiques en disant je dois faire une règle sur mon NSG qui autorise le bon port, etc. Tout ça, ce sera traité automatiquement par Azure Bastion. Dernière chose, et je pense c'est un point important, c'est un service managé, c'est un service PaaS, donc ça veut dire qu'on n'a pas à gérer, entre guillemets, une VM spécifique de type Bastion, à la maintenir bien sécurisée, bien à jour en termes de correctifs, donc c'est un service PaaS, c'est géré pour vous, donc vous ne vous préoccupez pas de ce maintien-là. Alors il existe différentes SKU, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un service qui a évolué dans le temps, il a commencé en 2019, c'est-à-dire il y a quasiment 5 ans déjà, et donc ça veut dire que dans le temps, en général, souvent quand un service Azure commence, il a une ou deux SKU, une ou deux déclinaisons avec différents niveaux de fonctionnalité par déclinaison et différents prix. Désormais sur Azure Bastion, on a 4 SKU. La développeur, la basique, la standard et la premium. Donc ça a commencé à l'origine avec la basique, et ensuite il y a eu la standard. Premium et développeur sont très récents. Développeur vient tout juste d'arriver, on va dire l'automne 2024. Il faut savoir que donc là l'ordre est vraiment le bon ordre. Niveau le plus bas développeur, ensuite basique, standard et premium. Et à tout moment vous pouvez faire un upgrade, passer d'une SKU, d'un niveau à un autre, et vous pouvez faire un upgrade, c'est-à-dire monter. Ça c'est un point important, c'est qu'on ne sait pas faire de downgrade, donc d'être par exemple en standard et de descendre en basique sur Azure Bastion. Ça c'est pas possible. Alors il y a plein d'architectures disponibles pour Azure Bastion, mais globalement ce qu'il faut retenir de l'intégration au réseau d'Azure Bastion, c'est qu'il aura besoin d'un subnet dans un VNet Azure, qui s'appellera Azure Bastion Subnet. Le nom est forcé. Il vous faut un /26 ou plus grand, un message 26 minimum. Et donc Azure Bastion va avoir une adresse IP qui sera publique sur l'internet. Et cette adresse IP, ça reste un objet Azure, et il faudra utiliser la SKU standard derrière. Voilà. Donc ensuite, si on regarde les architectures,
En gros, comment implémenter Azure Bastion dans votre infrastructure? Vous avez globalement 3 options. Donc la première option, effectivement, c'est d'avoir ce service Azure Bastion dans son subnet qui est dans un VNet. Je sais pas si on peut l'agrandir, oui, on va l'agrandir. On pourra donc se connecter aux machines virtuelles Windows ou Linux, ici, directement au travers du portail Azure, et dans ce cas-là, on passera sur du TLS HTTPS 443. On arrive au service Bastion, qui lui, après, va rediriger les ports. Et puis on peut également passer par des clients natifs. Vous avez un client SSH dans votre ligne de commande sur un Mac, un Linux ou un Windows, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser également ce client natif, là encore encapsulé dans du TLS 443, et vous connecter à Azure Bastion. Première implémentation. Alors, point à préciser, c'est que l'instance ici d'Azure Bastion, dans les SKU basiques, standard et premium, eh bien, ce sera un service qui vous sera dédié dans votre environnement avec vos ressources. Il existe depuis peu une version allégée, on va dire, de Azure Bastion, qui est celle faite pour les développeurs, donc la développeur SKU, qui ne permet de se connecter aux instances Windows et Linux que depuis le portail Azure, et uniquement, donc pas de client natif ici. Et pour le coup, ici, les ressources qui vont faire tourner le service Bastion sont des ressources partagées entre plusieurs clients. Ça ne veut pas dire que vous allez vous voir les uns avec les autres, ça veut juste dire que la stack technique sous-jacente, effectivement, est mutualisée. Dernière option de déploiement, l'option private qui est aujourd'hui en preview, en décembre 2024. Et là, cette implémentation-là, l'idée c'est de ne même pas avoir d'adresse IP publique, côté internet donc, et de passer, d'utiliser le service Bastion, là encore directement en TLS, mais cette fois-ci avec une adresse IP privée, donc on va dire dans un ensemble où on n'accéderait pas finalement à ces VM via le Bastion depuis Internet, mais via par exemple un réseau en interne. Alors, on a vu ici qu'on avait 4 SKU qui étaient disponibles, développeurs, basique, standard et premium. L'idée maintenant, c'est d'aller voir un petit peu plus dans le détail, finalement, ces SKU, il y a quoi derrière en termes de fonctionnalité. Donc la développeur SKU, déjà, elle n'est pas disponible dans toutes les régions. Donc aujourd'hui, elle est disponible dans ces régions-là de par le monde. Donc il y a 4 régions, on va dire, traditionnelles: Nord-Europe, Dublin, Ouest Central US, Nord Central US et Ouest US. Et également, on les retrouve dans les régions un peu particulières qui s'appellent les régions EUAP, qui portent bien leur nom, Early Update Access Program. Donc ça, c'est souvent des régions de type bêta pour tester des services en bêta. Au passage, dans certaines régions, on peut avoir du Bastion qui est en mode Velocity Zone, mais c'est pas le cas partout. Donc là encore, je vous encourage à aller faire un tour du côté de la documentation, qui va expliquer effectivement où sont les instances, et est-ce que c'est redondant ou pas. C'est pas toujours le cas, donc ça se vérifie. Et donc voilà, on peut être en zone redondante ou au sens redondance au niveau de la région. Donc ça vérifie chaque fois. Donc la développeur SKU, elle a quoi comme limitation, parce que c'est le niveau le plus bas? Elle vous permet de connecter des VM qui sont dans un même virtual network. Je rappelle qu'Azure Bastion se déploie et se connecte à un subnet dans un VNet Azure. Donc pour accéder au travers de ce Bastion développeur SKU à des VM, les VM devront être dans le même VNet, pardon, tant pour moi. Donc c'est-à-dire si vous avez du peering, on ne pourra pas traverser le peering, c'est non supporté dans cette SKU. On verra que c'est dans la SKU suivante où ce sera supporté. Ça vous permet de vous connecter à des machines Linux. Si c'est des Linux, au passage, les clés peuvent être sauvegardées dans un Key Vault, tout à fait classique. Et vous pouvez également vous connecter à des machines Windows au travers de RDP. Et là, dans ce cas-là, on profitera même d'ailleurs au passage de la sortie audio au travers du protocole RDP. Donc ça, c'est la version développeur. Bon, elle a un avantage, on verra tout à l'heure, c'est au niveau du prix. La basique va contenir, et bien entendu, toutes les fonctionnalités de la développeur. Les fonctionnalités, pas les limitations, ça c'est important. Et globalement, la basique, elle permet quoi? Elle permet de supporter jusqu'à 50 hosts derrière. Elle va permettre également de se connecter à des machines virtuelles Azure qui seraient dans un réseau, un VNet appairé au VNet dans lequel est déployé Azure Bastion. La SKU basique permet également de se connecter à plusieurs au travers du Bastion, chose que la développeur ne permet pas. Et la SKU basique, c'est ça, basique, oui, permet également et supporte l'authentification Kerberos. Et ça se configure alors, dans le portail Azure uniquement. Et il y a quelques limitations, quelques considérations à avoir. Donc
Là encore, je vous encourage à reprendre la mind map dont le lien est dans cette vidéo, et de relire un petit peu quelles sont les limitations derrière, et comment fonctionne l'accès au contrôleur de domaine. On parle de Kerberos ici, donc d'Active Directory. On a vu la SKU basique, et bien du coup on va passer à la standard. Donc la standard SKU, vous l'aurez compris, elle intègre les fonctionnalités de la basique, et en plus elle ajoute pas mal de choses. Donc c'est le site assez classique à voir. Donc déjà elle permet de se connecter à des VM avec des adresses IP. Donc ça c'est super intéressant, parce que ça veut dire que si vous avez un peering, bon, ça va marcher, mais si vous avez également une interconnexion avec un environnement à demeure, un data center, au travers d'ExpressRoute ou d'une passerelle VPN site à site, eh bien vous allez pouvoir utiliser Azure Bastion pour rebondir sur votre on-prem, pour peu que les flux de firewall vous l'autorisent, mais vous pourrez accéder directement aux adresses IP on-prem derrière. Donc ça permet de se connecter finalement à des machines qui sont soit à demeure, on-premises, soit des machines qui ne seraient pas des machines virtuelles Azure, si par exemple vous avez interconnecté votre environnement Azure avec un environnement, je sais pas moi, AWS par exemple, au travers d'une connexion VPN site à site, eh bien vous pouvez rebondir là encore sur ces machines en utilisant leurs adresses IP. Donc la standard, elle rajoute par rapport aux versions plus petites, également le fait de pouvoir se connecter à Linux en utilisant un protocole RDP, donc ça c'est plutôt quand on va avoir souvent une connectivité, enfin une interface de type X11. Elle permet également de se connecter aux machines Windows en utilisant SSH. Là encore, ça c'est des fonctionnalités qui sont arrivées à partir de Windows Server 2019. On peut se connecter en SSH à Windows Server, ça paraît bizarre pour certains, mais c'est possible. La standard permet également de changer les ports, c'est-à-dire que là, de base, on est sur le port TCP 443, et puis après on utilise les ports standards SSH, donc TCP22 et RDP TCP 3389, mais du coup, la version standard vous permet également de changer ces points d'entrée, ces numéros de port dans Inbound. La standard va autoriser l'usage des clients natifs, et donc d'utiliser la ligne de commande Azure pour la partie authentification, et de pouvoir ainsi se connecter directement aux interfaces Windows avec un client natif SSH tout à fait classique, et donc de ne pas passer par le portail pour utiliser en fait le service Bastion. La standard va apporter également la notion de scaling. Derrière en fait le service managé, il va y avoir des scaling units, et les scaling units en fait ce sont des instances Azure Bastion, mais si on a beaucoup d'administrateurs, peut-être qu'on a besoin, et beaucoup de machines derrière et de connexions à faire, peut-être qu'on va devoir démultiplier le nombre d'instances. Et donc globalement, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu ici, c'était 50 hôtes par instance, donc 50 on va dire VM ou systèmes qui sont derrière un Azure Bastion en connectivité. Et bien simplement, avec le instance host scaling, on va pouvoir augmenter tout ça, et chaque instance pourra supporter derrière, effectivement, en simultané, 20 connexions simultanées RDP et 40 connexions SSH. Voilà. La standard, elle apporte également la capacité, au travers du Bastion, de pouvoir envoyer et télécharger des fichiers. Ça peut être intéressant dans une administration distante. Et puis, fonction que je trouve particulièrement intéressante, c'est la notion de shareable link. Ça vous permet en fait de générer un lien que vous allez partager, donc un lien HTTPS, qui va permettre à des personnes qui reçoivent ce lien de se connecter finalement à la cible, donc à la machine virtuelle Linux ou Windows, sans accéder directement, sans passer par le portail Azure, etc. Ils vont directement avoir un lien qui va leur permettre de faire tout ça. Et ça se paramétrera directement dans les interfaces. Donc c'est une fonction qu'on va activer dans la partie configuration, pour peu qu'on soit effectivement en standard, et on va simplement cliquer le shareable link ici, et après on pourra, par instance, partager les liens. L'upload de fichiers, donc là encore on va utiliser le client natif pour faire le transfert, qu'on soit sur le RDP ou le SSH. Là encore il peut y avoir des prérequis, c'est important de bien lire les prérequis derrière. Au passage, le file transfert sur SSH n'est pas supporté avec cette méthode-là pour la partie Windows, mais vous avez d'autres méthodes qui sont indiquées ici, donc lisez bien la documentation associée, tous les liens sont dans la mind map. On a vu donc la développeur, la basique qui rajoute pas mal de choses, la standard qui rajoute énormément de choses, et bien très récemment, la premium est arrivée, comme son nom l'indique, c'est celle qui va avoir le plus de fonctionnalités. Probablement la fonctionnalité la plus marquante, je dirais, c'est le session recording, qui va vous permettre d'enregistrer ce qui se passe
au niveau de l'activité par un bastion. En gros, si un administrateur se connecte via un Azure Bastion, une machine Windows ou une machine Linux, le session encoding va enregistrer tout ce que va faire effectivement l'administrateur ou l'utilisateur au travers du bastion, et donc ça vous permet de garder une trace. Tout ça va être envoyé, toutes les vidéos générées en fait finalement par l'activité, c'est des vidéos dont on parle ici, vont être enregistrées et stockées dans un compte de stockage Azure sous la forme d'un blob tout simplement. Et donc ce sera accessible via un token SaaS, un Share Access Service. Je dis pas de bêtises, je n'aurais plus du terme. Au passage, la Premium vous permet également, quand on est dans les interfaces web, de désactiver le copier-coller. Et puis, dernière chose intéressante, c'est le Private Only Deployment. Donc là, c'est le dernier mode possible où effectivement, l'Azure Bastion n'a pas d'adresse IP publique, mais par contre, on peut y accéder depuis, on va dire, l'Evenet Azure ou le on-prem en remontant par ExpressRoute ou VPN site à site. Mais là, du coup, on a un environnement qui peut être complètement isolé d'une autre partie du réseau et accéder de manière sécurisée au travers d'une IP privée, non plus de quelque chose de public. Alors moi, particulièrement dans la Premium, le session encoding était attendu depuis assez longtemps, parce que ça fait à peu près, je pense facilement 2 ans que Mark Russinovich l'avait présenté en preview, mais personne ne l'avait vu arriver d'ici là. Mark Russinovich étant le CTO d'Azure. Donc ça y est, c'est enfin disponible, et ça c'est des choses qui manquaient face à des solutions du marché assez connues dans le monde du Bastion. Alors le déploiement de ce service, rien d'extraordinaire derrière. On peut bien entendu le faire au travers du portail Azure, par les CLI classiques Azure, donc AZ CLI ou la partie PowerShell, et on peut également le faire par du Terraform. Ça marche plutôt bien, c'est moi l'usage que j'en fais au quotidien. Et là on retrouve ici à peu près les différentes options et paramétrages dont je vous ai parlé, que ce soit ici par exemple les scale units, le nombre de hosts derrière, les shareable links qu'on a ici, je vais légèrement zoomer parce qu'on ne voit rien, voilà. Les SKU. Alors au passage, ça y est, alors ça c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc les SKU développeurs sont enfin disponibles. Attention, sur les développeurs, c'est pas disponible dans toutes les régions. On précise que les file copies et certaines options sont disponibles que pour certaines SKU. Donc ça c'est plutôt bien maintenu à jour, et donc tout ça vous pouvez l'utiliser, ça marche très bien. Partie monitoring de l'ensemble, il y a quelques métriques qui sont disponibles dans Azure Monitor pour la partie Azure Bastion. Donc ça va vous permettre en gros de savoir si c'est disponible ou pas, la consommation derrière et le nombre de sessions. Probablement que le nombre de sessions pourra être utile après pour penser peut-être à passer à une SKU supplémentaire ou à rajouter des scale units. Mais voilà, globalement, il n'y a pas des tonnes de fonctionnalités qui sont disponibles ou de métriques disponibles dans Azure Monitor. Il y a le minimum, entre guillemets, vital. Dernière chose, le prix. Donc le prix va dépendre de la SKU, on s'en serait douté. Donc première structure dans le prix, déjà la SKU, sachant qu'il faut savoir que la développeur, elle est gratuite. Voilà. Et je rappelle que la SKU développeur, donc elle est quand même limitée fonctionnellement, hein. On peut passer qu'au travers du portail, elle n'est pas disponible dans toutes les régions. Les protocoles, bon, c'est les classiques, et que le peering n'est pas supporté. Mais elle est gratuite, donc c'est plutôt bien à utiliser. Et ensuite, toutes les autres SKU, donc la basique, la standard et la premium, vont être facturées à l'heure. Et si on est sur donc de la basique, de la standard, sur laquelle effectivement on peut faire du scaling, et bien dans ce cas-là, chaque unité additionnelle se fera facturer. Dernière chose, le trafic sortant est également facturé. Donc je pense qu'on parle du trafic sortant vers Internet, pas forcément le trafic sortant interne, quoique si on passe par un VPN site à site, ça repasse par Internet, donc c'est du outbound. Ça c'est à vérifier, j'en suis pas certain. Le pricing en tout cas est documenté sur les pages de pricing ici, et on retrouve le détail de tout ça. Donc la développeur est bien gratuite, et ensuite on voit le coût à l'heure. Donc c'est pas un coût qui est excessif, néanmoins il y a quand même un ratio de plus de 1 pour 2 entre une basique et une premium, et ensuite si vous rajoutez des instances standards ou des instances premium, là encore vous avez un coût additionnel, donc pensez à faire une estimation derrière. Pour la partie trafic sortant, les 5 premiers gigas sont gratuits, et après ça va dépendre de ce qui va sortir. Donc, normalement,
À part si on fait des transferts de fichiers, généralement, le RDP ou une session SSH, c'est pas ça qui va générer beaucoup de trafic sortant. Si vous avez beaucoup de monde, ça peut faire quelques lignes sur la facture, mais ce sera pas normalement un facteur très décisionnaire en termes de choix, le prix de la bande passante sortante, mais sachez en tout cas que c'est facturé. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, et à bientôt.